Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 254e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage cette semaine pour vous faire le débrief de la soirée historique et extraordinaire vécue samedi soir à Las Vegas, T-Mobile Arena pour l'UFC 300. Avec moi pour débriefer cette carte cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring, sa série Baba Versus sur YouTube, coach de pied-point de boxe anglaise et notre commentateur des Friday Nights du One sur RMC Sport, la chaîne Twitch. Monsieur Baba, comment ça va ? Ça va et toi, Alex ? Ça va, c'était quand même une belle soirée. Non, ça a délivré. Pour une fois que ça répond aux promesses, oui, ce genre de soirée historique, on va pas se plaindre. Et à carte historique, il fallait une Dream Team pour débriefer tout ça. On avait pensé, on vous cache rien, à avoir Samir du podcast Octogone, Samir Bourez, que vous avez l'habitude d'entendre avec nous de temps en temps sur certains débriefs. Il a pas pu, il est en vacances et on lui passe le bonjour. Donc Baba, il fallait sortir l'autre Avenger du feu podcast Octogone, l'autre légende, le grand Monsieur frère. Omar Dia, qui voilà depuis son nazi qui est avec nous au téléphone. Comment ça va, Omar ? Ça va très bien, merci de me recevoir, ça fait plaisir de vous entendre. Je vais me livrer à cet exercice que je n'ai pas fait depuis très longtemps, donc j'espère que je serai à la hauteur. Ouais, écoute, ça fait un grand plaisir de t'avoir et je crois que je parle pour beaucoup dans cette communauté en disant vous nous manquez, le podcast Il y a des Octogone. gros sourires là qui vont, tu vois. Exactement, il manque à nos dimanches et c'est un plaisir de t'avoir, Omar, pour ce débrief de l'UFC 300. On nous en avait promis monts et merveilles et on n'a pas été déçus. D'une densité folle avec 12 actuels ou anciens champions au programme, la carte de l'UFC 300 a tenu toutes ses promesses ce samedi soir dans la T-Mobile Arena de Las Vegas. Avec deux moments à jamais gravés dans le grand livre d'histoire du MMA. Max Holloway qui termine sa masterclass de striking en éteignant Gaethje après l'avoir appelé à la bagarre au centre de la cage dans les 10 dernières secondes. Et Alex Pereira qui conserve sa ceinture des moins de 93 kg en mettant KO Jamal Halil après avoir repoussé l'offre de temps mort de l'arbitre et avant une célébration iconique. Le RMC Fighter Club débriefe une soirée historique qu'on n'est pas prêt d'oublier. Il attaque en guillotine. C'est lui qui a le record de guillotine à l'UFC, je vous le rappelle. Il est loin quand même, hein. Là il a l'air un peu loin. Et puis il y a un bras qui est pris. Il galère quand même. Tsarukyan il est pas bien. Wow. Des coups de coude de Tsarukyan. Et ça fait beaucoup de dégâts. Ça fait beaucoup de dégâts. For the winner by split decision, Arman comme on l'avait prévu. Arman Tsarukyan qui s'impose par décision partagée. Pas vraiment à distance. Ouais, un peu bas. Non, c'est bon. C'est bon. Pereira. Ça le public apprécie. Oh et voilà le crochet du gauche. Il en fallait pas plus. Wow, comment il va revenir de ça? Comment il va revenir de ça? C'est terminé. Oh là 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 là. Voilà, et là ça y est. Là il reste au centre. On y va. C'est ce que les gens voulaient voir. C'est ce que les gens voulaient voir. Il le met KO. Et c'est en seconde. C'est incroyable. Il l'a éteint littéralement. Oh c'est incroyable. Sur la dernière seconde du combat. Il l'a éteint. Il l'a éteint. Et voilà. Oh, c'est dingue. Et c'est lui le nouveau champion BMF de l'UFC. Et il l'a prouvé ce soir. Max Holloway. Et merci à Max Sabolin pour cette petite prod. Déjà, juste au passage, pour nos auditeurs fidèles, on vous a pas proposé ce débrief lundi parce qu'il y a eu des problèmes indépendants de notre volonté ici au niveau studio, donc on n'a pas pu, mais on se retrouve ce mardi. Et puis, franchement, vu les souvenirs qu'on en a de la carte, c'est pas très grave. Ils sont toujours très frais, mon Baba. Avant de rentrer dans les trois gros combats qu'on avait fait en présentation, Baba, et qui ont été les trois gros moments quand même de cette carte, un mot global sur cette UFC, je le disais dans mon intro, Baba. Pour une fois, on nous promet monts et merveilles et on n'a juste pas été déçus. Tu sais qu'aux États-Unis, le lendemain, donc dimanche, 3 des 5 vidéos YouTube qui étaient trending aux États-Unis, donc qui avaient le plus de vues, qui étaient le plus hype du moment, c'était des vidéos de l'UFC 300, dont le KO de Max Holloway en numéro 1 absolu, très très loin devant tous les autres. Donc il y a eu un vrai buzz et une vraie hype autour de cette carte. Des fois, on est déçu par ce genre de carte annoncée. Pour une fois, Baba, promesse tenue. Non, c'est ça. Souvent, t'as la promesse sur le papier. Et la promesse, elle était belle sur le papier, hein, clairement. Hein. Les match-ups étaient intéressants et ça devait faire du spectacle. Et ça a délivré dans l'immense majorité des cas. On a eu du gros spectacle et on a eu plus que ça même. Donc, on va y venir. Pour certains, ça a dépassé les attentes. Donc, c'est Dana qui était en conférence de presse et qui était un petit peu pompette. Peut-être qu'il n'y a que moi qui a remarqué ça, mais je pense qu'il était un peu pompette. Ouais. Il était très, très, très content.
intéressant et ça se comprend. Hein. Il y a eu quelques verres, à mon avis, pour célébrer tout ça. Ouais. Omar, qu'est-ce que tu as pensé quand même de ça? Ouais, tu vois ce que je veux dire. D'habitude, les promesses sont pas toujours tenues parce que ça reste du combat et qu'il faut que ça délivre dans la cage. Et là, pour le coup, chapeau. Ouais, non seulement ça, je vais pas plagier Baba, mais je rajouterai une chose, c'est que nous tous, quand on a vu la carte de l'UFC 300, même toi, tu l'avais dit dans un de vos podcasts, on se disait, ouais, il manque peut-être quelque chose, voilà, et certains voulaient voir John Jones, d'autres pensaient à Easy, etc. Et là, on en est là, on a oublié tout ça, voilà, le quelque chose qui nous manquait, bah écoute, les combattants dans la cage nous l'ont donné, quoi, tout simplement. Totalement, t'as totalement raison et on l'avait dit, mais ouais, t'as raison, on peut revenir là-dessus parce que la soirée était parfaite sans ce petit truc en plus. UFC 299 et 300, les gars, ça va être compliqué de trouver meilleur enchaînement dans l'histoire quand même. En termes de qualité, de densité, c'est compliqué. Dans l'histoire récente, j'avais 267-268, qui est un très bel enchaînement qu'on avait débriefé ici avec Samir d'ailleurs, je me souviens, mais c'est compliqué, hein, les gars. Ouais, on va perdre une demi-heure sur essayer de taper, de faire les historiens, mais compliqué. Et petite stat sympa sur ces 12 champions actuels ou anciens qui étaient sur la carte que j'avais noté, que j'ai pas pu dire en plateau samedi soir. Tu sais, Baba, que les 12 cumulés en nombre de défenses victorieuses de titres, ils en ont autant que DJ tout seul. Ah, ouais. Demetrius Johnson tout seul faisait autant que les 12. Tu vois. Ouais, tu vois. Ça peut permettre de faire un petit hommage à DJ, qui est le recordman toujours de défense à l'UFC de titre avec 11 de la ceinture des moins de 57 et aujourd'hui au One Championship, monsieur Demetrius Johnson. Bon, les gars, on a fini le côté global. Maintenant, on démarre direct sur l'Ultimate OG, l'Ultimate Original Gangster. Baba, Omar, monsieur Max Holloway, peut-être le fighter le plus cool de l'histoire de l'UFC, tout simplement. Il n'y a pas photo. Max fucking Holloway, puisque Buffer n'a pas voulu le dire pour Jim Miller. Moi, je le dis pour Max Holloway, les gars. 600 000 € de bonus, performance de la soirée. Fight of the night avec Justin Gaethje. Ce moment à 10 secondes de la fin où il dit tu viens, il gagne, hein, il domine largement le combat. Il vient au milieu de l'octogone et il lui dit allez, on se bat. Et avant que vous laissiez la parole, messieurs, là-dessus, 3 secondes de Dana White en conférence de presse qui explique ce qu'est ce moment. Et pour une fois, je suis bien d'accord avec lui. That was the ultimate holy shit moment of all time. Voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus, les gars. Ultimate holy shit moment of all time. Omar, comment t'as vécu cet incroyable moment de l'histoire de Max Holloway et puis plus globalement de l'UFC, franchement? Bah écoute, tu vois, souvent il y a cette expression qu'on dit le combattant favori de ton combattant favori, on l'utilise dans beaucoup de cas. Mais là, celui-là, il n'y a pas à dire. C'est le cas de Max Holloway. Moi, je regardais le combat et je me disais que Max combat de façon très intelligente, etc. Mais ce moment final dont tu parles là, quand il fait ça, je me suis rappelé quand la même chose s'était produite face à Dustin Poirier. Sauf que cette fois-ci, c'était Dustin Poirier qui l'avait invité. Et c'est Dustin Poirier qui dominait le combat. C'était l'inverse. Et écoute, que dire? Voilà, franchement, déjà le crochet, il est parfait. Tu vois, parce que Max, c'est pas le punching power, c'est pas trop son truc, mais voilà, le placement du corps, tout. Baba pourra rentrer dans les détails techniques de la chose. Parfait pour éteindre Gaethje. Mais c'est surtout ce dont on avait besoin à ce moment-là pour la ceinture. Parce que si ce moment-là ne se produit pas, Max gagne le combat. Mais on va toujours, je ne suis pas sûr si on ne va pas remettre en cause la question du BMF, etc. Parce qu'il avait eu un combat très tactique, très stratégique. Il avait le game plan parfait face à Justin Gaethje. On peut revenir sur le fait que la blessure au nez, est-ce que ça a joué ou ça n'a pas joué? Peu importe, je pense qu'il aurait, même sans la blessure, il aurait déroulé le même game plan. Mais ce moment précis, ce moment de l'histoire, ce holy shit moment, c'est ça qui a justifié la ceinture du BMF. Et après, voilà. Tout le reste, à la limite du combat, peu importe. Parce que ce moment-là où il se place devant Justin Gaethje, on sait que Justin Gaethje, il va envoyer du lourd. Et question puissance physique, quand même, il n'y a pas photo face à Max Holloway. Mais se mettre devant lui, là, il est allé chercher dans ses ancêtres hawaïens au plus profond de l'île là-bas. Parce que là, je parle d'habitude de cojones en titane. Mais là, on a dépassé ça. Quoi. Là, on est en adamantium, on est en tout ce que tu veux. Quoi. C'est phénoménal. Incroyable. Baba, c'est l'ultimate BMF moment. Je suis totalement d'accord avec ce que disait Omar. Je pense même que ce sera compliqué maintenant de faire mieux que ça. Ça, c'est l'ultimate moment BMF, ce qu'a fait Max. BMF, ouais, parce que vraiment là, pour le coup, je sais pas comment t'expliquer, mais tu vois, Omar, il le dit bien, le combat, moi j'ai kiffé.
Je kiffe les 5 rounds comme ils sont, je kiffe parce que moi j'aime quand on combat comme ça. Quand on met en place quelque chose de technico-tactique, que ça fonctionne, il a très bien étudié son adversaire. Tout ce qu'il a fait, c'est de bien. Il a tout fait pour punir Justin sur tous ses défauts. Et on va y revenir Et il techniquement l'a fait juste parfaitement, il après. n'y a pas de problème. Donc t'es bien. Moi, à 10 secondes de la fin, j'ai mon tweet qui est préparé en mode superbe performance de Max, qui met un point d'exclamation dans le 5e round, tu vois. Et l'autre, des 10 dernières secondes, je vois pointer le sol. On a tous la même réaction, tu rigoles. Tu dis, ouais, il va le refaire encore une fois, ça va être cool pour finir bien. Et puis il le descend comme ça, face plant, comme on en a déjà vu des comme ça, mais à la dernière seconde, le côté dramatique, la célébration. L'endroit que c'est, l'adversaire que c'est, la carte que c'est, le moment. l'UFC 300, le moment que c'est, la ceinture qui est en jeu, qui va totalement avec ce moment, comme le disait Omar. T'as tweeté, Baba, et je te cite, ouvrez les guillemets, This is the best thing I've ever seen in MMA. Ouais. C'est la meilleure chose que j'ai jamais vue en MMA. On sait, nos auditeurs le savent, ça fait des années et des années qu'on suit ce sport là, Baba. Et je le dis, j'étais chez moi, je rentrais en voyant ton tweet, j'étais dans le taxi au retour du plateau de la soirée sur RMC Sport. Je me dis, ah mon Baba, c'est pas trop lui, mais il a versé dans la culture de l'instant. Et puis, je me mets à réfléchir, ça m'arrive, Baba. Et au bout de 5-10 minutes, je dis, mais attends, mais il a raison. Je ne trouve pas mieux. Je ne trouve pas plus iconique. Je ne trouve pas, vu tout ce qu'on a dit là, l'endroit, l'adversaire, le moment, tout ce que tu veux, j'ai du mal à trouver plus iconique. On a vécu un des plus beaux, voire le plus beau moment qu'on a vu en MMA, Moi, je reste sur mon tweet. J'ai pas, certes, je suis dans le moment, c'est sûr, hein, tu vois, mais je le vois, je m'imprègne du truc et tout de suite, j'ai toute l'image en tête. J'ai toute la grande image en tête, tu vois. Pas seulement le chaos en lui-même, mais le combat, le moment, l'UFC 300, la ceinture, qu'est-ce qu'elle signifie dans l'imaginaire collectif, le combattant que c'est, contre qui il le fait, etc. On a vu des trucs de fou ces dernières années. Masvidal qui met KO Ben Askren en 5 secondes, etc. On a vu des choses incroyables, vraiment. On a vu des très très beaux KO, etc. Mais quand tu prends tout dans sa globalité, moi, depuis 20 piges que je suis ce sport, je peux fouiller dans les arcanes du Pride peut-être et voir des choses qui m'avaient fait kiffer, tu vois. Mais je pense que c'est la plus grande chose que j'ai vue, en tout cas, quand je prends tout en global. Ouais. Il nous a fait kiffer, il nous a fait exploser. Je sais pas si les gens sont passionnés comme nous et qu'ils ont regardé le combat avec la même passion que nous. T'as crié chez toi, t'as crié, tu t'es levé, t'as fait quelque chose. Je vais te dire, petite anecdote comme ça, on était sur le plateau, il y avait Nora Cornol, la combattante française de l'UFC, elle s'est levée, elle a détruit son micro qui est parti de ses poches, tu vois, les micros qui est dans les poches, tu connais c'est clair. Elle s'est tellement levée fort que le micro est parti, elle a complètement tout détruit, donc on a dû la remiker, tu vois, pour reprendre le plateau tout de suite. La réaction était extraordinaire, même dans le plateau. Il y a Volkanovski qui s'est filmé et qui l'a mis sur le réseau, je pense qu'on est tous Volkanovski. Tu passes de le combat il est cool à tu rigoles quand il pointe le doigt, et puis après ça y est, tu pètes les plombs. Et puis vraiment les réactions du public aussi, les mecs combattant dans le public, on a eu à boire et à manger. On a les mecs qui sont complètement chouques, qui savent pas quoi dire, qui sont choqués par le moment, qui mettent juste les mains sur la tête, les mecs qui crient, les mecs qui se lèvent en applaudissant, enfin il y a tout quoi. Tout pour rien tu peux tout interpréter. Exactement, parce que ça peut aussi être un regard, ça peut être son regard naturel, hein. Il peut ne pas être, mais tu peux interpréter aussi la tête de plein de choses. Wow, je suis la biche dans les phares de la voiture. C'est lui que je dois prendre maintenant. On voit juste à notre épisode, on disait que ce serait l'adversaire idéal, Max Holloway. Omar, de l'autre côté du monde, t'as crié aussi devant ton écran quoi? Moi, c'est encore pire, Alex. Comme tu sais, je suis un peu handicapé en ce moment et j'ai décollé de mon canapé et je me suis fait mal encore plus. Donc, Max Holloway, il retarde les guérisons des mecs, en fait. Je t'ai dit, il m'a mis une semaine dans la jambe, là. Mais non, c'est... Moi, en tout cas, sur l'UFC, c'est clairement le... Voilà, je suis un peu plus ancien, donc je le mettrai dans mon top 5 to MMA parce que il y a des moments qui m'ont rendu fou quand même, plus que celui-là. Mais il est dans mon top 5, clairement. Mais Minotauro Crocop restera quand même mon numéro 1. Je savais. Je sais pas pourquoi je savais. Je vois l'idée. Non, mais c'est génial parce que c'est ce que dit Baba aussi. Juste avant, à 10 secondes près, ce combat, c'est juste une masterclass. On dit bravo Max et puis quelle performance. Et d'un coup, ça devient un des top 5 moments, voire le meilleur. Tu vois ce que je veux dire? Ça bascule tellement vite. C'est incroyable. Et il y a cette idée, Omar, je te branche là-dessus en premier, mais on l'a vu beaucoup passer sur les réseaux depuis samedi soir. Les mecs qui disent, mais il est fou, il risque tout. Parce qu'en face, c'est Gaethje, et qu'on sait que le KO power de Gaethje, et qu'en un coup, il peut vous éteindre aussi. Et il dit, ok, il maîtrise, il reste que 10 secondes, mais il risque, c'est une dinguerie absolue de risquer ça. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Omar? Lui, en conf, le dit, dit que Gaethje aurait fait la même que moi, je pense. Mais il dit, c'est ça, être un BMF, on va l'écouter juste après, mais qu'est-ce que t'en penses de ça? On rappelle, il l'avait déjà fait contre Ricardo Lamas et Arnold Allen, notamment, de pointer à 10 secondes de la fin et de venir en bagarre. C'est Gaethje en face. Alors, il y a 24 minutes 50 de combat avant.
C'est pas le Gedji hyper frais du début du premier. Et je pense que Max, quand on a pris quand même une ou deux dans le combat, sait que son menton va tenir. Je pense que dans sa tête, il se le dit. Mais il y a un côté dinguerie, Omar, de partir comme ça. Complètement, il y a un côté dinguerie. Parce que surtout, on sait dans ces cas-là comment Gedji réagit. Tu vois, c'est pas quelqu'un qui va se plier, il va essayer aussi d'envoyer des crochets larges et essayer de t'éteindre aussi. Max, il peut prendre son chèque tranquille, son bonus de victoire, mais prendre ce risque-là, c'est le moment, quoi, tu vois. C'est le moment, c'est la ceinture, mais c'est une dinguerie. Complètement, c'est une dinguerie. Parce que à la fin de la journée, c'est du prize fighting. Hein. Il se prend un crochet de Justin, il n'a pas son bonus de victoire. Ça lui coûte 300 000, cette histoire. Ouais, exactement. Tu vois, et donc là, pour le coup, faire ça, écoute, je pense, comme disait Dana White dans la conférence de presse, 99% des combattants, ils savent très bien qu'ils ont gagné le combat, ils vont gérer. Tu vois, ils vont se mettre à reculons, gérer un petit peu, danser un tout petit peu et prendre la victoire. L'autre, il te dit, vas-y, viens, on est là, on oublie tout, mixed martial arts, qui tu es, qui je suis, peu importe, mort dans le projetage dedans, on envoie et on va voir quel est le premier qui va tomber. Baba. Légendaire, mais c'est ça qui fait un moment légendaire. Exact. Baba, ce que j'allais dire, c'est bonne conclusion d'Omar. Il est fou, mais les plus grands, c'est les fous, en fait. Ouais. Maintenant, moi, je vais dire, il est fou, mais il est intelligent. C'est ça que je vais dire, moi. Il est fou, intelligent. Déjà, c'est la 3e fois qu'il le fait. Ouais. Sans compter celle où c'est Dustin qui l'invite au centre du ring. C'est la 3e fois que lui invite. Dustin, c'est un autre fou. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'à chaque fois qu'il l'a fait, il savait très bien ce qu'il faisait. Il savait très bien ce qu'il faisait. Il a beaucoup de data sur son adversaire à ce moment-là du combat. Là, si tu prends l'exemple de Justin, comme l'exemple de Ricardo Lamas à l'époque, qui était vraiment marquant, tu sens qu'il les a battus. On sait qu'il les a battus. L'adversaire qui est battu le sait. Et Max le sait aussi. Ça, c'est une première chose. Attention, je ne suis pas en train d'enlever le moment légendaire du truc. Je dis juste que, quand tu regardes de plus près, Max, là, il était très très bon à l'intérieur. Il savait quoi faire, tu vois. Il savait quoi faire pour combattre. Et quand tu regardes la séquence du KO, c'est magnifique. C'est magnifique parce que c'est un petit malin. C'est un petit malin, tu vois. Il commence l'échange de loin, mais il se rapproche parce qu'il sait que Justin va envoyer des crochets larges. Il sait que ça va être large. Donc il se rapproche, il esquive en dessous. Et après, la séquence avec les trois coups de poing de fin, corps face. Mais incroyable. On rentre dedans, parce que j'allais le faire un tout petit peu après, mais t'as raison, on rentre dedans, Baba, et je jouerai le son de Max qui raconte ce moment juste après. Mais la fin, parce que je voyais les mecs, mais c'est que de la bagarre. Mais c'est tout sauf de la bagarre. C'est tout sauf de la bagarre. Regardez-le bien image par image, si vous voulez, comme dit Baba là, notamment les 3 derniers. Le corps, alors qu'il est tout prêt. Le travail continue de ce travail au corps. Tu vois, c'est pensé, c'est réfléchi. Je tape au corps, je crée l'espace, je remonte pour te terminer. À cette vitesse-là, à ce corps à corps là, dans cet angle là, techniquement, c'est juste magistral. C'est parfait parce qu'il y a le transfert de poids et les appuis qui sont parfaits, littéralement parfaits. Tu peux pas faire mieux pour transférer ton poids et pouvoir enchaîner comme ça. Il débat encore une fois, il démarre son enchaînement de loin parce que ça t'invite à la bagarre, mais ça part de loin et il le sait qu'en face ça va envoyer très large. Il le sait très bien. Donc lui, déjà, il touche une première fois, puis il rentre à l'intérieur et il reste dedans. Tu vois, une fois qu'il a touché, il va rester à l'intérieur. Justin va rater en passant par au-dessus. Et là, Max, il sait qu'il va terminer. Il sait que c'est lui qui va avoir le dernier échange. Boum, boum, boum. Terminé, merci, au revoir. C'est ça. C'est surtout pas au petit bonheur la chance qui s'est passé. Non, pas du tout. C'est pas un coup de chance. Donc c'est bien, c'est légendaire, c'est iconique ce qu'il a fait et je le remercie encore de l'avoir fait parce qu'il faut être fou. Il faut avoir, pour reprendre l'expression de mon grand frère qui est avec nous aujourd'hui, des coronets en plus qu'en titane pour pouvoir envoyer ce moment-là alors que tu as gagné le combat. Mais en plus, il le fait, sachant pertinemment que lui, il va prendre le meilleur de cet échange-là. Il a déjà eu à plusieurs endroits du combat, il a déjà eu dans d'autres combats avant, il sait qu'il va prendre le meilleur. Maintenant, s'il sait qu'il va le descendre sur ce coup, non, je sais pas, lui, il le sait pas, personne ne le savait. Mais il fallait que ce soit légendaire. C'était écrit pour que ce soit comme ça, en fait. Omar, qu'est-ce que tu as pensé aussi techniquement de cette séquence de fin? Parce que, c'est de la bagarre, mais en fait, c'est pas de la bagarre. Ouais, mais c'est dans la lignée de tout son combat. C'est que finalement, en fin de compte, si tu regardes bien entre Justin Gaethje et Max Holloway, qui sont tous les deux strikers, même si Justin vient de la lutte à la base, mais il est devenu comme un striker sur la fin de sa carrière, tu vois clairement que Max Holloway est beaucoup plus technique que lui. Beaucoup plus technique. Le footwork dans tout le combat, le déplacement, il a fait ce qu'il a voulu. Donc même sur l'échange, je suis tout à fait d'accord avec. C'est complètement dingue parce qu'il avait déjà gagné le combat. Mais ce qu'il fait, il sait très bien, parfaitement, tout est maîtrisé dans ce qu'il fait. Mais le fait de le décider à ce moment-là, à 10 secondes, pour la ceinture BMF,
C'est ça la vraie dinguerie, c'est que toutes les étoiles sont alignées pour nous donner un moment dont on parlera dans 20 ans, dans 30 ans, on continuera toujours à parler. Oh, tu te rappelles de ce que Max Holloway il a fait face à Dustin Gaethje? C'est ça le truc qui est dans ce... Je peux parier tous mes salaires, si vous voulez, qu'à l'UFC 500, 600, 700, c'est dans le package d'ouverture, t'auras cette séquence-là. C'est fini. C'est juste. C'est fini. C'est ironique quand tu connais le surnom de Justin Gaethje, mais il va rester dans la highlight pour le reste de ce qui existe de The highlight, mais dans le mauvais côté, dans le mauvais sens. Puis c'est une séquence, je sais pas vous les gars, mais je l'ai déjà vu peut-être 50 fois en fait. Tu la remates. Tous les jours. Tu la remates, Ouais, c'est un truc exactement. On va l'avoir sur le côté, sur la table de nuit, quoi. Tu te le mets le matin, quoi. Dans les cours que j'ai donnés hier soir au SAC de boxe, on a travaillé l'enchaînement de fin. Non, mais voilà, c'est légendaire. C'est juste légendaire, les gars. Et on va écouter Max Holloway parce que j'ai adoré sa réponse. En conférence de presse, on lui demande mais pourquoi t'as fait ça? Max fucking Holloway qui raconte son BMF moment. This is the moment. C'était le moment. C'est de ça que sont faits les BMF. Si ce n'est pas quelque chose que fait un BMF, je ne sais pas ce qui peut l'être. Si les cartes étaient inversées et que Justin menait le combat, je sais qu'il m'aurait donné cette chance de 10 secondes. C'est un vrai dur à cuire. Je ne sais pas si je partagerai encore l'octogone avec lui. C'est une légende. C'est le genre de combat et de choses qu'on fait pour mettre son nom dans les livres d'histoire. Je suis heureux d'être celui qui a touché. Il m'a raté quelques fois, mais même le vent, après ses coups, me faisait mal tellement ils étaient forts. Ce mec, c'est autre chose. Alors en plus c'est Max qu'on répétera, mais c'est un mec qu'on adore, voilà, qui a tout pour lui, qui est aussi le mec sympa et qui t'a envie presque de passer du temps, tu vois. Et il faut être deux pour danser, il l'a tweeté, il rend hommage, on l'entendait dans le son aussi à Justin Gaethje. Mais moi, dans sa déclasse, ce qui m'intéresse, c'est le genre de choses qu'on fait pour marquer son nom dans l'histoire. Clairement, il a passé encore un cap, je pense, Max Holloway ce week-end. Tu vois, il y a Chuck Midanaul, un ancien journaliste de MMA Fighting, assez connu, journaliste américain, qui a fait un papier sur le Holloway cult après sa performance, en disant il n'a jamais été aussi grand que dimanche, en fait. Tu vois, le culte de Max Holloway a pris encore un boost incroyable avec cette perf. Il assure un peu plus sa place dans l'histoire, Baba, là. Il a passé un cap de dingue avec cette perf. On parle tout le temps, systématiquement, depuis que toute la discussion autour du GOAT et des pound for pound, elle a pris toute la place. C'est quelque chose qui est chiant, mais ça a pris toute la place, c'est comme ça. Et donc on parle tout le temps de cimenter ta place dans la légende. Tu sais, c'est tout le temps comme ça. Même les combattants le disent tout le temps, comment je vais faire pour cimenter ma place dans la légende et tout. C'est fait là, ça y est. Ouais. C'était déjà un combat, c'est déjà un combattant légendaire. C'est déjà un combattant légendaire, un des plus grands featherweight qui existait. Il n'avait pas besoin de plus et il fait ça. Mais là, tu viens de graver, pas juste cimenter ta place dans la légende en règle générale de l'UFC. Là, tu viens de rentrer dans l'ère rarifiée, là où il n'y a pas beaucoup de combattants en fait. Et là où il y en a très peu, il y en a 5 peut-être qui ont réussi vraiment à faire en sorte que leur nom il va traverser les générations. Il y a des grands champions, si tu parles avec les jeunes aujourd'hui, ils ne savent pas qui ils sont. Moi, je le vois tous les vendredis, quand je fais le One et tout, et qu'on discute sur Twitch, on voit bien et tout qu'il y a encore beaucoup à faire. Par contre, il y a des mecs qui les connaissent quand même, juste de nom, tu vois. Là, Max, il est rentré dans cette caste-là, où dans 30 ans, on saura qui est Max Holloway et pourquoi, en fait. Ça te dira quelque chose. Ouais. Omar, c'est marrant parce que, tu vois, Baba le disait, mais c'est pas un mec, Max Holloway, dans les dernières années, quand tu avais des débats, peu importe le média ou la plateforme, sur, par exemple, qui est le GOAT, jamais tu avais le nom de Max Holloway. Non. Jamais tu l'as. Mais en vrai, c'est peut-être pas le GOAT, mais c'est un des plus grands de l'histoire, Max Holloway, Omar. Ah, largement. Le problème qui se pose, c'est que voilà, il n'avait pas ce moment mystique. C'est quelqu'un qui est très technique, très fort, qui est passé après José Aldo et qui nous a, on va pas dire fait oublier Aldo, mais c'était lui la relève après Aldo. Le problème qui se pose, c'est que la façon de faire, la façon de gagner des combats, etc., il lui manquait ce moment légendaire. Moi, pour reprendre ce que Baba il a dit, ce qui m'a intéressé, moi, parce que moi, je vis très loin, je connais là où je vis ici, Max Holloway, des gens ne le connaissent pas tellement. Tu vois. Mais ce qui a été intéressant, c'est que à part lundi, tout le monde, les gens qui me connaissent savent que je suis le MMA. Tout le monde m'a envoyé le gif du combat de Max Holloway en me disant t'as vu ce combat-là, oh shit, oh t'as vu ce combat-là, tu vois. Et des gens qui ne suivent pas forcément le MMA. Du tout. Et c'est ça, ce qui s'est passé là. C'est qu'il a pris une autre dimension en dehors du MMA, en fait. C'est-à-dire, le highlight, il est passé, quand je parle toujours de ESPN, il est passé partout. Tu as des basketteurs, des joueurs de NBA, des joueurs de football américain, des politiciens, tout et n'importe quoi qui parlait. Tout d'un coup, Max Holloway est devenu une autre personne. Dans le débat du GOAT, je suis d'accord, on ne le citait pas. Et pour être honnête avec toi,
si on faisait un débat du GOAT à l'heure actuelle, statistiquement, les gens ne continueraient pas à le citer. Non, je suis d'accord. C'est ça qui est triste. Tu vois, c'est ça qui est triste. Mais si tu regardes ce qu'il a fait, voilà, si le GOAT est basé juste sur ce qu'il a produit, clairement, son nom devrait être là-bas. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas cette mystique. T'as raison, Omar, et en fait ça ouvre un truc sur ça, même sur ce genre de débat qui nous intéresse pas beaucoup. On n'en a pas fait 50 ici au Fighter Club, mais de se dire, en fait, il a des critères autres que les critères d'habitude qu'on a du GOAT classique. Et en fait, ces critères-là doivent rentrer aussi un peu en compte, tu vois. Mais moi, je vais aller on plus est loin trop que ça. traditionnel parfois dans nos débats. Moi, je vais aller plus loin que ça. Et il a, à mon sens, à moi, il a les bons critères. Oui, aussi. Il a les bons critères. En fait, c'est les bons critères. Parce que ceux qui sont toujours dans la discussion, parce que c'est une discussion que moi j'aime pas beaucoup, mais bon, elle est là, elle existe, et puis c'est comme ça fait partie du paysage. Donc, des fois, tu vas lire des choses et tu vas réagir dessus. Évidemment qu'il y a un nom qui va toujours revenir, ça va être John Jones. Son problème, on le sait, il est extra sportif. Et c'est ce que beaucoup de gens, dont moi ou d'autres, disent. Ça va être compliqué de le mettre tout en haut parce qu'il y a trop de problèmes, et puis ces problèmes extrasportifs sont venus empiéter sur le sportif. Max, il n'y a rien. Non, il y a au contraire. Max, il y a 0. Il a délivré dans la cage, il a délivré en dehors. Maintenant, là, Omar, il a dit un truc super important, c'est qu'avant ce qui s'est passé samedi soir, ou dimanche matin selon, c'est vrai que Max, il n'a pas dépassé la sphère MMA avant ça. Non, jamais pas du tout. Tu vois. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose que je me demandais. Parce que je connais tellement bien le combattant que je me suis jamais posé la question de est-ce que Max, comment il est connu, comment il est perçu en dehors de cette sphère. La vérité, c'est vrai que non, il n'avait pas de holy shit moment, il n'avait pas de waouh, là j'ai fait un truc qui est dans le Sport Center, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, il a le truc qui lui manquait. Et si on veut rentrer dans cette discussion-là, maintenant, ils vont commencer à regarder le sportif, les gens. Ok, il a détrôné le plus grand featherweight de tous les temps. Puis qu'est-ce qu'il y a à côté ? Il a défendu, et puis en plus, il a fait ça derrière, tu vois. Donc il a eu des histoires de deux catégories, même s'il n'est pas champion, il vient de battre le contender numéro 1 de la catégorie du dessus, quand même, c'est pas rien. Et voilà, donc... et même, tu vois, pour te couper, puisqu'on aime les statistiques parfois à la con dans le milieu du sport, c'est le premier mec de l'histoire de l'UFC qui a 3 ceintures. Il a eu une intérimaire. Il a eu une incontestée et il a eu la BMF. Je tire, c'est très tiré par les cheveux, tu sais, parce que le champion intérimaire n'est pas un vrai champion. Mais c'est le premier qui a eu 3 ceintures. En fait, si tu veux vraiment débattre et amener des stats pour donner de l'eau à ton moulin. Moi, encore une fois, je sors du truc. Je suis juste content qu'il fasse partie maintenant des discussions, qui fait que c'est une vraie légende. C'est une pure légende, et que les gens en dehors de la sphère du MMA, comme le dit très bien Omar, il a raison, puisse lui donner cette reconnaissance-là. C'est cool pour lui. Avant d'ouvrir un tout petit point sur la suite, pour Max Holloway, ce qu'on a envie de voir aussi, je voulais faire un point global au-delà de la dernière séquence, mais sur le combat techniquement et sur ce qu'il nous a proposé Max et cette masterclass, on le disait. Pour le LOL, il y avait un juge qui avait 2-2 avant le 5e. Ah, je savais même pas. Il y a parfois quand même les juges. Et tu vas rigoler, mais le Tsaroukian Oliveira dont on va parler tout à l'heure, c'est qu'il y avait encore Adalaide Bird dans les 3 juges. Après, là, c'est une dingue. Je te dis. Voilà, un jour on fera un épisode là-dessus, mais c'est une dinguerie. En vrai, c'est une dinguerie. Enfin, en gros, il y avait un juge qui avait 2-2 entre Max et Justin avant le 5e. Écoute, force à lui, force à ce juge. Mais quelle performance, les gars. Le travail au corps, tout le combat, avec cette propension de Gaethje à parer les coups en reculant en ligne. Il le punissait à chaque fois. Les jabs au corps, les coups de pied au corps, même les coups de pied retournés au corps, qui n'est pas une arme nouvelle, contrairement à ce que disait DC, il l'utilisait déjà il y a 10 ans. Monsieur Max Holloway, la variété des coups, la précision, le timing, l'adaptation à l'adversaire des séquences qu'on voit où il refait la séquence 3 fois de suite, mais en prenant à chaque fois l'information que lui a donné Gaethje pour s'adapter et pour le punir. C'est juste fabuleux ce qu'on a vu techniquement de Max Holloway, Omar, samedi soir. Absolument. Moi, je vais être honnête avec toi, j'avais donné le combat à Gaethje avant le combat. C'est le seul combat où j'ai eu faux de la main card. Parce que je pensais... Mais quand j'ai vu dérouler son game plan, tu sais le type qui a fait ses devoirs, quoi. Tu vois, il a fait ses devoirs, il est arrivé affûté. Et une chose que j'ai remarqué aussi au passage, qui n'est pas directement liée à ta question, c'est quand j'ai vu l'un à côté de l'autre, en fait, au début, j'avais peur que Max Holloway me semble un peu petit par rapport... Si tu regardes contre Dustin Poirier, il avait l'air quand même assez fébrile par rapport à Poirier. Mais là, tu l'es l'un à côté de l'autre, tu sentais que voilà, le type, sa prise de poids était là, il a été bien préparé. Mais après, voilà, techniquement, il a déroulé, mais vraiment... voilà, quoi. J'ai vu un commentateur qui disait qu'il l'a fait passer pour un débutant. Faut peut-être pas exagérer, mais quand même, masterclass, parce que ça je ne l'ai pas vu venir. Honnêtement, je m'étais dit, surtout quand l'autre il a commencé à kicker au début,
je me suis dit, ça va être compliqué parce que les kicks de Gaethje, il faut les encaisser, quoi. Mais il a déroulé, vraiment. Il lui a juste montré qu'il est un meilleur combattant de MMA et un meilleur stratège, surtout. Et comme Royce Gracie disait, 99% du combat, c'est la stratégie. Yes. Baba, un petit mot sur cette performance technique. Même ces low kicks qui finalement étaient l'arme la plus utile par Justin, il les a bien gérés aussi, il les a bien checkés. Il en a pris, mais il a bloqué beaucoup aussi. Et dis-moi ton mot un peu sur cette performance technique. Et aussi, moi, je voulais te demander, est-ce que tu penses que la blessure au nez, donc il se fait casser le nez sur le dernier coup de pied retourné à la fin du premier round, Gaethje par Max, sur une action de combat, à quel point ça a pu jouer? Parce qu'on sait que voilà, ça complique beaucoup la vision et même comment on se sent dans la cage. Ouais, bah ça je veux dire tout de suite, oui, ça joue forcément. Ton nez il est pété, faut bien se rendre compte de la chose, c'est compliqué. Ça te force à être plus prudent, tu peux moins échanger dans la poche à l'intérieur parce que tu risques de te reprendre des coups dans le nez, que ça fait super mal. Après c'est Justin, il est très solide, Justin Gaethje, mais voilà, forcément ça a dû jouer. Mais justement, ça vient d'un coup de pied retourné, c'est un fait de combat que Max il a su parfaitement exploiter. Lucas et moi dans ABDR et puis même quand on a fait la preview toi et moi, j'avais dit que le mieux pour Max sur ce combat-là, c'est de faire un combat de kick ou de box time. Tu vois, c'est vraiment de mixer tout, les jambes, les poings, les genoux, de tout sortir. Tu vois, de bien travailler à distance et de varier ses attaques. C'est exactement ce qu'il a fait, mais il a fait mieux que ça parce qu'il a très très bien fait ses devoirs, comme l'a dit Omar, dans le sens où il savait comment punir les erreurs de Justin. La première des erreurs de Justin, c'est qu'il a tendance toujours à se baisser et se mettre un peu en boule pour défendre. Il aime bien faire ça. Baisser la tête, même ne pas regarder son adversaire, et ensuite sortir des contres larges comme ça. Le coach que je suis et l'ancien combattant que je suis t'aurait dit, un mec comme ça, tu sors tes genoux. Tu feintes et tu sors tes genoux. Tu sors les genoux. Max, il a fait quoi? C'est un coup de pied retourné, lui. Coup de pied retourné au corps, carrément. Bah, c'est mieux. Sauf qu'en plus, comme Justin se baisse, boum, il le prend dans la tête. Le premier, il le prend plein nez et il a refait 2, 3, 4, 5 fois même. Coup de pied retourné comme ça, il l'a utilisé tout le long du combat. Il avait évidemment préparé les low kicks, donc il en a bloqué, il en a pris, mais il en a bloqué pas mal. Et puis, moi, ce que j'ai kiffé, et tu l'as mentionné, Alex, c'est tout l'argent qu'il a mis dans son compte en banque en travaillant au corps, dès le début du combat. Dès le début. Des directs au corps, boum, des jabs au corps, le direct du bras arrière. Et je tourne. Dès que je rentre, si je reste à l'intérieur, c'est 1, 2, 3, je ressors. Mais dans le 1, 2, 3, il y a au moins un coup au corps, minimum. Boum, 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 on ressort tout de suite. Il a su bien se déplacer, latéralement. Il n'a jamais reculé en ligne, ce qui est le gros défaut de Justin, lui. Tu vois. Exactement. Chaque fois qu'il part, il recule en ligne. Il a bien travaillé à sa distance, et puis quand il venait à l'intérieur, c'était pour faire mal, ce qui lui a donné évidemment de la confiance pour la séquence de 10 secondes de la fin. Et puis, ce qui a beaucoup joué, moi je pense, et c'est quelque chose qu'on avait souligné toi et moi aussi dans la preview, c'est le fait que cette fois-ci, il a eu 10 semaines pour se préparer. Ouais, complètement. Et là, il a dit, Omar, c'était pas le même lightweight. Non. Samedi, c'était pas le même qu'il était contre Dustin. Il était sec, il était affûté, mais il était plus puissant. Tu le sentais qu'il était mieux. Complètement. Et en vrai, c'est dingue que les gens aient eu ces doutes quand même, parce que c'était du short notice. Dustin, il sortait de la prise de pouvoir aussi en phaser. Enfin, ça allait pas être un bon lightweight contre Dustin, c'était pas possible. Là, il a vraiment eu le temps. Même dans les interviews, il l'expliquait. Ça fait longtemps qu'ils l'ont en tête, ce combat-là. Avant l'annonce, avant que l'UFC l'annonce, il l'avait déjà en tête, ce combat-là. Et il savait que ça allait se faire. Donc il a vraiment bien préparé sa montée. Toute la Fight Week, il l'a dit. Toute la Fight Week, il a dit, moi, je suis bien préparé parce que j'ai eu 10 semaines cette fois-ci pour vraiment faire la montée de poids comme il fallait. Mais pas n'importe comment. Il a pas pris 20 kilos pour ensuite cutter. Non, il a pris de la masse musculaire. Il a continué et en fait, il a fait quelque chose d'important, c'est qu'il a pris suffisamment de masse pour être fort dans la catégorie du dessus, tout en gardant sa vitesse. Et la vitesse a été clé dans ce combat-là. La vitesse, elle tue, clairement. Ouais. Il était plus rapide que Justin, il a utilisé sa vitesse, et dans la séquence de fin, ça s'est vu. Ça s'est vu. Et masterclass de Max. On rappelle, si vous n'avez pas vu ce combat, allez-y tout de suite, parce que ça mérite. Fight of the Night aussi, donc Performance of the Night, Fight of the Night, 600 000 € de bonus, puisque Dana avait fait le bon coup de com' des 300 000 €, des 300 000 $ pour bonus. Il est fort quand même. Ça. Il est fort pour tourner l'opinion, tu sais. C'est une belle mise en scène en tout cas. T'as vu les petits messages que j'ai mis, il est vraiment fort pour ça. Ça marche, visiblement. Il est vraiment fort pour ça. Donc la suite pour Max, et Max, il a un monde de possibilités devant lui, c'est incroyable. On va écouter déjà sa première réaction sur la suite, c'était dans la cage après son KO sur Justin Gaethje samedi soir à Las Vegas. Il y a le matador et il s'enfuit face au taureau. Dites-lui de signer ce foutu contrat. En Espagne, à Hawaï, peu importe. Même Islam, il est célèbre pour défendre sa ceinture contre des moins de 65 kilos. N'est-ce pas? Je suis là. Et voilà, Max Solo, micro de Joe Rogan. Parfait, exactement. Après, parfait dans la cage, parfait au micro. J'ai pris celle dans la cage, mais il avait à peu près dit pareil en conf de presse. C'est ça qui est extraordinaire quand même. C'est que là, il a un champ de possibilités. Donc Topuria pour la ceinture des moins de 66, qui serait la logique absolue là. Et on a très envie de voir ce combat. On va y revenir, Baba. Et Omar, il y a ce BMF
qui pourrait défendre finalement. Il y a un petit Conor McGregor qui revient contre Michael Chandler en juin. On en dira un mot rapide en fin d'émission, mais ça peut faire sens. Lui, il l'a dit en conf, Conor pour la BMF, s'il a envie, j'y vais. On rappelle qu'ils se sont déjà affrontés, donc en plus ça fait du sens historiquement. Il cite Islam Makhachev. Au final, j'ai vu ce matin, ça nous permet d'enregistrer le mardi au lieu du lundi, c'est que les rankings sont tombés. Il est passé 9e chez les lightweight. Ils l'ont mis 9e, Max Holloway. Très bien, je sais pas. Ils l'ont mis numéro 9, ils auraient peut-être pu même le mettre plus haut, mais c'est tellement un nom que même numéro 9 ou quoi, si un jour ça fait sens d'affronter Islam, franchement, moi je suis l'UFC, je le fais. Il y a énormément de possibilités. Tu veux quoi, Baba? C'est quoi qui te ferait le plus plaisir? Wow. C'est compliqué. Ah ou ouais, alors, pas ce que tu veux, peut-être pas ce que tu veux, ce qui va se faire. Topuria, non? C'est la logique. Logiquement, lui a répondu sur Twitter, a dit je suis chaud avant la fin de l'année. Logiquement, il faut faire Topuria. Logiquement, c'est ce que je voulais avant. Quand Topuria a récupéré la ceinture de Volk, moi je suis pas pour la revanche immédiate de Volk. J'étais déjà pour Max à l'époque, je le suis encore plus aujourd'hui. Et je reste convaincu que c'est le match-up à faire. Ça, c'est ce que je voudrais voir moi. Très franchement, si j'étais Max, si Conor ça se passe bien au mois de juin, t'essayes la BMF contre lui? Je te montre Conor. Ouais, je suis d'accord à ça. Enfin, pour financièrement, pour on tout va ce que encore ça... me dire que je parle que business. C'est du price fighting. C'est du price fighting, on le répétera toujours. Là, tu peux pas faire mieux que ça. Non, certes, il vient d'encaisser 600 000, c'est très bien pour lui, mais là, il peut rajouter un 0. Ouais, parce que c'est plus le même que le 1. Là, entre les deux, c'est plus la même. Voilà, et puis il y a une histoire, en plus, ils ont un combat qui s'est fait il y a très longtemps déjà. Conor, il n'a pas 100 000 options, je ne le vois pas combattre pour le titre. Non, je suis derrière. Max, il pourra toujours faire le combat contre Topuria. Pourquoi? Ça laisse une place pour Topuria pour faire autre chose entre temps. Donc voilà, je veux voir contre Topuria. Je veux le voir parce que moi je pense qu'il a les armes pour battre Topuria évidemment. C'est dans 2 mois le combat de Conor. Tu vois, tu as le temps de te reposer en attendant et de voir ce qui se passe. Voilà. À voir. Maintenant, ce qui est intéressant pour lui, comme tu l'as dit, aujourd'hui, on a fait, toi et moi, on a fait des épisodes entiers de telle catégorie elle est bloquée, telle catégorie c'est compliqué pour tel combattant, il n'y a pas beaucoup d'options. Max, c'est celui à l'UFC aujourd'hui qui a le plus d'options. Il peut faire ce qu'il veut, il est royal au bar. D'ailleurs, je crois qu'il dit en conf, on va aller boire un petit verre avec Dana et Hunter Campbell, on va se mettre bien et on va discuter tranquillement. Ils vont se parler, ils vont négocier, et puis voilà, ils vont lui présenter les options, et puis lui, il pourra même présenter des options auxquelles il a pensé. Et vu ce qu'il a fait, vu comment Dana en a parlé en conférence de presse, je crois que le meeting, ça va être en mode tu veux faire quoi, Max? Ouais, je suis assez d'accord. Et on fait. Vas-y, c'est open shake, open booking, c'est comme tu veux. Omar, Topuria, Santiago Bernabéu en Espagne, un toit fermé, 60 000 personnes ou un truc comme ça. Je suis peut-être un peu large. Il y aurait de la hype. Il y aurait de la hype de fou sur le combat quand même, pour le coup. Il y aurait une hype de malade. Ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, ce sera Topuria. Max, il est passé du chaume dû à l'euro million, là. Tu sais. Il y a 3 semaines, les gens étaient en train de dire oui, mais est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être qu'il devrait penser à la retraite, etc. Il y a pas mal de... Voilà, les mêmes journalistes qui sont là en train de dire Max a toutes les options, etc. etc. Je parle notamment de nos amis de Junkie et compagnie. C'est les mêmes qui disaient qu'il faudrait peut-être penser à la retraite, etc., etc. Donc, je pense que ce sera Topuria. À moins d'une blessure ou quelque chose, ça sera Topuria. C'est ce qui a du sens. Je pense que l'UFC n'est pas super excité par Topuria Volkanovski 2. Max Holloway, voilà, tu rides le truc, tu fais ça en pay-per-view avec sa nouvelle notoriété, tu peux vendre beaucoup. D'accord, donc je pense que ce sera Topuria. Voilà. Maintenant, après, s'il y a une blessure qui se profile quelque part, peut-être qu'ils lui donneront autre chose. Conor, c'est très loin. Il faut déjà qu'il batte Chandler, ce qui ne sera pas très très simple. Voilà, s'il arrive à passer le premier round, ça devrait aller. Mais sinon, ça risque d'être compliqué. On en est encore loin. Et puis Conor, il combat. Après, peut-être qu'il va combattre dans 5 ans après, ou peut-être même qu'il va prendre sa retraite. Donc, Topuria, c'est ce qui a du sens. Je pense que c'est ce que l'UFC va essayer de faire. Voilà, je pense que voilà. Je suis assez d'accord avec toi. Ça fait sens. Conor, comme dit Baba, il y a du sens pour Max aussi beaucoup et business, bien sûr. Sur le plan business, tu peux faire Topuria et Conor après, d'ailleurs. Bien sûr, c'est Conor en fin d'année ou Conor, comme le dit bien Omar, il combat une fois tous les 3 ans. Donc, et surtout, Conor, on va savoir si c'est toujours un combattant. Pour l'instant, on ne sait pas. Mais en vrai, Conor. Holloway, BMF au Madison Square Garden en novembre. Ah bah là tu pètes tous les scores. Ouais, il y a quelque chose. Tu pètes tous les scores. Il y a quelque chose d'assez fabuleux à faire. Mais en tout cas, clairement, je réitère, et je l'ai déjà dit il y a un mois, je veux Max contre Topuria. Moi, c'est ce que je veux. Et 2 réflexions, mais il a pris encore plus de hype après ce week-end. On le voulait déjà, on l'avait dit Baba, et on le veut encore plus, c'est évident. Et 2 réflexions là-dessus, ça va vite le MMA. Si en début d'année,
Max Holloway, il était dans une situation où le champion de sa KT l'avait battu 3 fois. Ouais. Il était vraiment bouché pour le titre, il savait plus trop qui affronter. Depuis, Topuria a pris la ceinture, lui a pris encore un aura extraordinaire en mettant Skyho Ageji, et il est en position de force. Ça va hyper vite. On est 4 mois après, tu vois. C'est ça le MMA, ça va vite. Ouais. Si on l'avait pas appris dans les derniers mois, dernières années, on le réapprend encore. Ça va très très vite. Faut jamais enterrer un mec, surtout pas un mec comme ça, de ce calibre-là. Omar a raison de le souligner. Il y a eu beaucoup d'articles qui étaient difficilement compréhensibles sur le soi-disant état de forme d'Holloway, soi-disant déclin d'Holloway, quelque chose qu'il n'a pas montré. Je vois pas comment, parce qu'en dehors de perdre contre Volkanovski, il a battu tous les autres dans sa catégorie. Ouais. Donc je vois pas pourquoi il était soi-disant rincé. Et puis après voilà, c'est clair qu'il y avait un risque. On va pas te dire que tout le monde avait compris qu'il allait battre Justin. Non, attention. La majorité des gens mettaient Justin gagnant pour une raison. Il sortait d'une victoire par KO contre Poirier. Tout à fait. Attention. Mais simplement, Holloway n'a jamais été enterré. Il est pas encore vieux. Certes, il a de l'âge. Il a du kilométrage dans le de cage, mais il n'est pas encore vieux. Et visiblement, il a trouvé une seconde entre guillemets jeunesse, alors que c'est un jeune. De dire ça, c'est quand même incroyable. Mais voilà, il a retrouvé quelque chose. Il a remis les pendules à l'heure. C'est très bien pour lui et c'est tant mieux. C'est comme ça. Il l'a dit en conférence de presse aussi. Il fallait que je rappelle à tout le monde qui je suis, parce que visiblement, vous avez oublié et que ça va vite. Tout le monde oublie vite dans ce sport. On l'a déjà dit 1000 fois. Et mission accomplie. C'est bien. C'est clair, c'est fait, c'est accompli. Et ma deuxième réflexion, elle était pour Volkanovski, le Volkanovski de juillet 2022, UFC 276, qui met une masterclass de 5-0 à Holloway. Ouais. C'était quand même, faut souligner cette performance. Même si les styles font les combats, ça veut pas dire, ça se trouve, Volkanovski se fait éteindre par Gaethje s'ils combattent. On rappellera, 1+1 n'est pas toujours égal à 2 dans le sport de combat. Mais c'était une sacrée perf quand même, quand tu revois face à qui il l'a fait. Et en plus, cette performance, pareil, elle avait impressionné les observateurs, mais il y a beaucoup de gens qui diminuaient un petit peu, qui disaient tu comprends, c'est parce que Holloway il est un petit peu rincé. Non, les gars. La victoire, elle a plus que bien vieilli. Là. Ouh là là, elle a très bien vieilli. On passe au deuxième monument de cette carte UFC 300, messieurs, Poatan, Alex Pereira, qui défendait, on le rappelle, sa ceinture dès 93 kilos contre Jamal Hill, l'ancien champion qui avait perdu sa ceinture, non pas dans la cage, mais pour une blessure qu'il avait rendue vacante, qui lui-même avait battu Glover Teixeira, le mentor et l'entraîneur de Alex Pereira. Donc il y avait une histoire humaine aussi autour de ça et de connexion. Et puis Poatan a fait du Poatan, premier round. Il a éteint la lumière et surtout une séquence, une nouvelle fois, je recite, OG, Original Gangster. Donc Jamal Hill lui met un coup de pied qui touche la coquille. On l'entend même le bruit, on sent que ça a touché. Herb Dean, l'arbitre, s'avance et dit à Alex Pereira, tu veux prendre un peu de temps, on peut faire un petit temps mort. La main de Pereira qui va devenir un mème absolu dans le MMA, ça y est, là. Qui dit à l'arbitre, c'est bon, t'inquiète. J'ai la situation en main. 5 secondes après, il est KO. Il est KO et lui percute crochet gauche, mis une sorte de mix des deux, est passé et il l'a mis KO. Pareil, séquence inoubliable, Baba. Séquence incroyable dans cet enchaînement en 5 secondes. Il est fou. Non, je sais même pas quoi te dire. Voilà, pareil, en boucle depuis samedi, depuis dimanche matin, je m'en lasse pas. La séquence est juste incroyable. Ce combattant, ce mec est incroyable. Je sais même pas s'il s'en rend compte en fait. Non, je suis assez d'accord. Je sais même pas s'il se rend compte à quel point les trucs qu'il fait restent gravés dans l'imaginaire collectif. Toute la Fight Week, ça a été ça. Vraiment, il a géré à la perfection la Fight Week. Lucas le dit très bien, c'est un personnage comique, Poatan. C'est un combattant terrifiant, mais c'est un personnage comique. Ouais, dans le personnage qu'il est. Voilà. Même finalement, le visage hyper froid, et finalement, il participe à ce personnage comique. On a tout vu en 5 secondes parce que lui, c'est pas volontaire. Il y a des mecs qui sont dans la cage et qui vont te faire des trucs vraiment pour pouvoir faire, pour hyper le public. Je vais lever la main, je vais danser, je vais faire un truc, voilà, tu vois. Et qui n'arrivent pas à obtenir la réaction que Poatan a eu simplement en mettant sa main comme ça sur le côté, dit bouge pas, je l'ai. Et lui en plus il t'explique en conférence de presse, et c'est ça que je kiffe. Lui, c'était juste un point de vue stratégique. Ouais, on va le passer. J'étais en train de trouver ma distance, moi. Ouais. Tu vois, c'est tout en fait. J'étais pas là pour. C'est là où c'est beau, parce que c'est pas juste pour exactement, c'est pas faire le mariole. Il y a dans le personnage comique la célébration après la victoire. Donc il a pas aimé le trash talk de Jamal Hill en conférence de presse. Juste titre. Il a pas aimé, et en effet, on peut le comprendre. Donc il a imité un TikToker, Kaby Lamé. Moi, je connaissais pas trop, pour tout avouer, mais j'ai vu passer les mêmes. Après. Tu vis dans une grotte, Alex. Ouais, je vis complètement. Il y a des moments, je t'avoue, je suis à la rue de ouf et les gens autour de moi rigolent sur ce genre de truc. Je vois la tête. Quand j'ai vu le même, je l'avais déjà vu le gars, mais je n'avais pas plus que ça le truc. Mais ça, c'est une superstar, Omar. C'est une superstar, Alex Poatan Pereira. Pour tout, pour la séquence dans le combat, pour la séquence après, pour le côté comique dont parlaient Lucas et Baba. Extraordinaire personnage, Omar.
Oui, c'est une superstar, c'est un alien, le type. Pour moi, voilà, c'est pas un comique, c'est un ovni complet, ce type. Parce que t'as l'impression que quand il est dans la cage, il voit des choses que toi, tu ne vois pas. C'est pour ça que lui aussi, il te donne des oh shit moments. Il voit des choses que tu ne vois pas. Un alien fini, tu vois. Le temps qu'il a passé dans la cage, qui est absolument... C'est un bébé dans la cage, Poatan. Ok, fantastique kickboxer, machin, etc. Mais il y en a plein qu'on a eu, ils sont venus et ça a été moyen. Ouais. Lui, pour le coup... écoute, voilà, il a cette mystique aussi qui fait que, un peu à la Mike Tyson, Vanderlei Silva, quand il est dans la cage, il regarde les gens. Tu as l'impression que tu vois le stare down face à Jamal Hill. Jamal Hill, il a fait le mariole avant, mais à ce moment-là, il s'est dit, oh, ils vont fermer la cage à ce moment. Ouais. Et ce qui est marrant, moi, ce qui m'a intrigué dans ce combat-là, c'est que beaucoup de spécialistes donner Jamal Hill vainqueur. Ah, je comprends pas. Tout le monde pensait que Jamal Hill allait l'éteindre, tu vois. Et ça, c'était, si tu regardes, les Joe Rogan, les Daniel Cormier, Michael Bisping, tous ces trucs, John Anik, tout ça, là, ils avaient tous dit que Jamal Hill allait éteindre Poatan. Ouais, franchement, Omar, pour le coup, je suis assez d'accord. C'est hallucinant, ça. Il y a plein de fois, il y a plein de fois sur des combats, je suis d'accord qu'on soit pas d'accord. Enfin, je vois des différentes années. Là, je t'avoue, il y a des gens que j'ai écoutés. Pas comme aux États-Unis d'ailleurs, hein. On peut en citer chez nous aussi. Je me disais, mais on voit la même chose là ou pas, enfin, ça va être 25 minutes debout entre un striker MMA correct, très correct, Jamal Hill, et puis un striker d'élite, quoi. Enfin, la différence, elle va se voir en fait. C'est vu. Il y a des choses, il y avait des choses qui étaient exploitables pour Poatan. Il a des tendances défensives qui sont exploitables. On va pas dire le contraire. Hein. Oui, c'est pas non plus le combattant parfait. Il a eu un peu de succès comme ça. Ceci dit, en fait, moi, ce qui me choque, c'est pas le fait qu'il y a pas mal de gens qui aient vu Jamal Hill vainqueur, bon, faites ce que vous voulez, c'est la manière dont les gens parlaient du combat, dans le sens, non mais là, rien à voir. Vous allez comprendre que Hill, rien à voir, il va le terminer, il va le descendre, presque c'est pas le même niveau. Là, j'avais du mal à comprendre ça. Mais je pense qu'on aura le droit, en fait, à chaque combat de Poatan, on va y avoir droit, quasiment. Et ce qui est le marrant à observer, c'est que là, Poatan, cette performance-là, c'est la même que contre Strickland, c'est la même. Il a jabé au corps, low kick, jabé au corps, low kick. Il est monté une fois à la tête. T'as raison. Merci, au revoir. En plus, j'étais dans la salle. Bonne nuit. C'est la même. Ouais. C'est exactement la même. C'est comme ça que tu gères un strike. Il y a un kickboxer d'élite, et je le répéterai jamais assez, avec Lucas on le répéterait jamais assez. C'était un excellent kickboxer, mais il n'est pas top 30 de l'histoire. Exactement. Il n'est pas top 30 pour atteindre. Écoutez l'épisode de Bordering, on l'a fait, les tops du kickboxing, il n'est pas dedans. Et à juste titre, il n'est pas dedans. Il ne sera jamais. En kickboxing, pour être clair sur nos auditeurs un peu moins au fait de ces choses-là, par exemple, beaucoup moins haut dans votre liste qu'un Cédric Doumbé. Ah mais rien à voir. Photo. On est d'accord. Rien à voir. Je le rappelais, c'est remettre toujours les. Il a été double champion du Glory, mais rien à voir. Il faut regarder la qualité d'opposition. Et en kickboxing, à chaque fois qu'il a combattu, qu'il a rencontré un combattant d'élite, Poatan, il a perdu. C'est pour remettre du contexte. Mais ça, il a combattu ces mecs-là. L'expérience qu'il a du combat debout face à celle de Jamal Hill qui vient du Dana White Contender Series, ça n'avait rien à voir. En fait, c'est et ça s'est vu. Et ça s'est vu. Et Jamal Hill, et je l'ai dit moi dans mon podcast à moi, je vais le redire ici à plus grande échelle, il y a une petite... La frontière est très fine entre la confiance en soi et l'arrogance. Et c'est une frontière que Jamal Hill et les personnes qui ont analysé le combat ont largement franchi. Ouais, je suis assez d'accord. Très largement. On était dans l'arrogance. Il a eu l'arrogance dans les paroles. Ça, pareil, c'est du MMA, on a l'habitude, le trash talk. J'ai aucun problème avec ça. Enfin, je déteste ça, mais vas-y, c'est comme ça, ça existe. Par contre, dans la cage... L'arrogance s'est transmise parce que rester en face d'un mec comme ça. Mais il provoque cette. En fait, Poatan, il provoque. Quand je dis il provoque, c'est inconsciemment. Mais les mecs ont cette arrogance avec lui. Ankalaev, on va parler un peu de la suite quand même, a tweeté en disant on va striker et je vais te mettre KO au premier round. Bah ok. Ouais, vas-y, éclate-toi, on va avoir un nouvel highlight. Un nouvel highlight. Je te dis encore une fois, tu peux parler. J'arrive pas de me dire, mais pourquoi ces mecs ne voient pas le truc, quoi. Si, ils le voient, mais c'est un peu bizarre. Il y a beaucoup de choses bizarres autour de Poatan, c'est comme ça. Je sais pas combien de mecs va falloir qu'ils mettent KO. Faut bien se rendre compte, là, il a 8 combats à l'UFC, si je dis pas de conneries. Ouais. Il a battu 5 anciens champions. Non, mais c'est un délire. On va refaire les stats parce que c'est un délire. D'abord, je voulais qu'on l'écoute, Baba. On va écouter justement Poatan, t'en parlais tout à l'heure en conf, qui explique, et c'est là qu'on va voir un striker d'élite, messieurs, dames, aussi. Pour le coup, dans le MMA, il y a une grosse diff, qui explique justement pourquoi il arrête Herbdin dans sa volonté de mettre le temps mort. C'est tout simplement parce qu'il avait trouvé la distance et que ça allait payer, et que ça a payé 5 secondes plus tard. On écoute Poatan.
J'ai commencé à trouver ma distance. J'ai tout de suite commencé à utiliser mes kicks pour trouver cette distance. Il est gaucher, donc c'est un peu plus compliqué. Mon plan était de commencer à envoyer mes mains après ça. Le coup dans les parties ne m'a pas vraiment fait mal, donc j'ai préféré continuer pour ne pas avoir à recommencer cette recherche de distance et enchaîner. Ça paraît simple en fait, expliqué comme ça, mais c'est voilà, ça paraît tellement Baba, simple tu peux que- nous expliquer, toi, qui es vraiment notre spécialiste de pied-point, tu vois, il sait à ce Voilà. moment-là. Il prend tout le temps. Il passe son premier round à travailler en low kick et à jabber au corps pour trouver la bonne distance. Pour lui, c'est quoi mi-distance? On sait que Pereira, c'est la mi-distance. C'est pas celle où tu es tout très proche de ton adversaire, ça c'est quand il va terminer. C'est à mi-distance qu'il est le plus dangereux parce que son crochet du bras avant, ou son bras avant tout court d'ailleurs, il est fort quand il a mi-distance. C'est un crochet légèrement large ou c'est un uppercut légèrement large comme on l'a vu. Et ça prend du temps. Surtout quand en garde opposée, c'est plus dur de trouver la distance, tu vois. Il faut faire plus attention, surtout au bras arrière de ton adversaire. Donc c'est plus compliqué. Mais il a fait son travail en 1 minute 30. 1 minute 30, il finit par trouver la distance. Et tu le vois, quand tu regardes le combat, tu dis, ok, là il est en train de se rapprocher petit à petit. Il est en train de trouver la bonne distance, lui, pour pouvoir travailler. Puis en plus, il a déjà posé ses pièges. Il travaille qu'en ligne basse, qu'en low kick et que sur des jabs au corps. Tu sais qu'il va finir par Et il trouver y et arrive, remonter. petit à petit, il y arrive. C'est tellement simple. Il a fait ça en masquant tellement bien son coup que qu'est-ce qu'il a dit Jamal Hill derrière? I got caught. Je me suis fait attraper. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Tu t'es pris un coup après tout un travail de setup. Conséquence des 2 minutes. Il y a d'avant. tout un travail de setup. Quand il va regarder la vidéo, là, il va comprendre ce qui s'est passé en fait. C'est pas tu t'es juste fait toucher. Ça arrivé dans plein d'autres combats. Effectivement, il y a un échange dans la boîte. Boum, tu te fais toucher. Non, Merci, au revoir. Non, c'est pas ce qui s'est passé. Là, il a construit son C'est truc. pas ce qui s'est passé. Il a construit son Il y a truc. une construction derrière pour ça. Et donc, ça paraît simple, mais c'est diablement efficace. Et lui, c'est quelque chose qu'il fait. Il a déjà fait contre Strickland, il le fait contre d'autres. Et il arrive toujours à le faire, sauf contre les mecs qui sont élites, qui sont meilleurs que lui debout. C'est pour ça que les combats contre Izzy sont aussi disputés. Parce que là, il y a de l'opposition à ce niveau-là. C'est un autre truc pour lequel je suis pas d'accord, où tout le monde me dit que le grand perdant de la soirée, c'est Izzy. Je vois pas pourquoi. Alors oui, c'est marrant quand tu prends le même du Alex, c'est le ultimate hater, et je suis le premier à pousser ça sur Twitter parce que ça me fait rigoler. Évidemment que c'est trop marrant, il est venu, il lui a tout pris. Mais oui, mais il y a le côté très drôle en fait. Il faut le voir dans le côté drôle. Maintenant, quand tu regardes d'un point de vue strictement technique, moi je suis à la place d'Izzy, la seule chose que je tweet, c'est qu'est-ce que je vous dis depuis 6 ans? Qu'est-ce que j'arrête pas de vous dire depuis toutes ces années? Vous croyez que c'est simple? Bah faites-le. Ouais, exactement. Faites-le. Ah, vous vous foutez de ma gueule parce qu'il m'a mis KO 2 fois et qu'il m'a battu. Ok, bah il est en train de tous vous aligner un par un. Donc, sauf que derrière, qui a battu Izzy en MMA? Qui a battu Poatan en MMA? C'est Izzy. Et c'est Izzy. Parce que lui avait cette solution-là aussi, parce qu'il a ce niveau-là. C'est pas facile. Contre Non, un c'est combattant pas comme ça, c'est très compliqué. Et le fait qu'il y ait encore des mecs après ça qui le tweetent, un KLF machin, Bisping il a dit plus jamais je vais douter de Pereira. Non, je suis d'accord. Il était temps. Mais si Ankalaev croit vraiment ce qu'il a tweeté, il était grand temps. J'ai hâte de voir ce combat parce qu'on va rigoler. On va rigoler clairement. N'importe qui est en danger contre un combattant comme ça. Le petit détail, juste sur la séquence, juste après qu'ils disent à Herbdin dégage, il met son pied sur celui de Hill, juste avant de mettre ce crochet uppercut là, juste pour le tenir bien. Ça arrive beaucoup en opposition de garde. Hein. Mais ouais, voilà. je sais, mais tu vois, Tout ce ce petit détail, de toute façon, tout ce qu'il fait est parfait. Omar, cette uppercut, crochet gauche, enfin tu vois, un peu de mix entre les deux, comme expliquait juste avant Baba, c'est l'arme la plus létale du MMA en ce moment? Ça l'est, surtout pour, comme Baba le disait, pour quelqu'un comme lui. Parce que ceux qui sont en face et qui se vendent du rêve devant lui, parce que finalement, en fin de compte, c'est très difficile à faire, mais c'est des choses relativement basiques. Tu vois, c'est pas des coups hyper flashy. Et c'est peut-être ça aussi le problème que Poatan a, c'est que ces gens-là se construisent une idée comme quoi ils sont capables de le battre parce que ce qu'il fait, c'est propre, c'est net, c'est mesuré, c'est calculé parce qu'il maîtrise son sujet. Tout simplement. Alors que ceux qui sont en face, voilà, il y a toujours cette hype dans le MMA, de cette mystique qui est créée par les choses qui sont hyper flashy. Ouais. Et donc, lui, c'est juste propre, c'est calculé, il maîtrise ce qu'il fait, mais il le maîtrise tellement très bien que tu arrives dans la cage, tu te dis, voilà, on parle de toi, machin, tu es le champion, tu n'as pas perdu ton titre, etc. etc. Bon, ouais, tu as gagné ton titre face à un Glover, voilà, qui était quand même bien avancé, et tu n'as rien montré dans la cage, dans ton palmarès, qui puisse te faire penser que tu es un striker d'élite comme Poatan. Mais c'est très létal pour lui, face à des gens comme ça,
face à des gens qui sont quand même largement en dessous de lui au niveau striking. C'est juste ça. Ouais, c'est ça. Face à cette population-là. Cette expérience, c'est beaucoup plus difficile quand tu regardes ces 2 combats en MMA contre que les combats en MMA contre Izzy. Tu te rends compte à quel point c'est difficile pour Poatan d'arriver à cette distance-là. Ouais. D'arriver à cette petite distance, il va pouvoir casser et frapper et faire mal. Dans le premier combat, il n'y arrive qu'à la fin, qu'au 5e round. Et dans le deuxième combat, il y va, mais il paye. Ouais, il le paye en fait. Dès qu'il l'a trouvé et qu'il y va, il le paye instant. Le prix, tu vois. Donc c'est pas facile. En tout cas, Poatan aussi. Et Ankalaev, pour te dire, Omar. Ankalaev, je vais te garantir une chose. Après 3 minutes de combat, il va aller au takedown. Oui, mais c'est évident. J'espère pour lui. C'est évident. Ou alors, pire game plan de l'histoire. Là, il a ses chances. Là, il a ses chances. Bien sûr, mais il ira au takedown. Non, parce que sinon, c'est le pire game plan de l'histoire. Mais si c'est vraiment échanger debout et je vais te mettre KO, bon chance. Hein. Poatan, on souligne qu'il a eu sa ceinture noire donnée par Glover dans la cage. Encore. On l'a jamais vu au sol. Il faut qu'on tienne le compte des ceintures noires après un KO. Exactement. On reste sur nos débats, Baba. Ceinture noire, vraie ceinture noire ou pas. Écoute, on verra bien le jour où il ira au sol, ce qui vaut vraiment notre ami Poatan, mais c'était pour le clin d'œil. Elle a été donnée après un KO dans la cage. Voilà, exactement. Tu rappelais Baba, mais c'est hyper important de le rappeler. Poatan, il commence à l'UFC en novembre 2021. C'est il y a 2 ans et demi, à peine. Il a 12 combats pro de MMA, dont certains il y a quelques années. Bien avant. Quand il avait commencé vers 2015-2016, je crois. Avant même ses titres au Glory. Depuis qu'il arrive à l'UFC, titre en moins de 84, titre en moins de 93, une défense victorieuse en moins de 93, 5 anciens champions battus, Strickland, Adesanya, Blachowicz, Prochaska, Hill. Ses 6 derniers combats sur 8 en tout, donc c'est contre des anciens champions. Main event au Madison Square Garden, main event à l'UFC 300, 7 victoires sur les 8 combats, 5 KO, 4 combats pour le titre. C'est le meilleur départ de l'histoire qu'on ait jamais vu à l'UFC. C'est le meilleur run de début. Je crois que factuellement, en tout cas, ça n'existe pas, non ? Enfin, il faudrait regarder, mais Omar, historien de l'UFC. Il n'y en a pas. Alors imagine ce type, le jour où il sait parler anglais. C'est une dinguerie. Vraiment, t'as raison. Jackpot. Ouais, parce qu'il a l'aura, il a la mystique, et puis il a le fanbase. Les gens l'aiment, lui. Mais c'est quelque chose que tu as toujours mis en avant, Omar, et je suis d'accord avec toi, hein, parce qu'il y a les métriques, c'est important. Mais est-ce que tu crois pas que ça rajoute quelque chose justement à sa mystique, le fait qu'il soit là, tu vois, Stoneface, et je réponds en brésilien en fait. Ouais, mais le problème c'est que ça reste du prize fighting, et le gros marché quand même, ça reste le marché américain, tu vois. Et il a une certaine forme de... Mais lui, comment il est, ils ne peuvent pas l'inviter sur des plateaux télé. Non, c'est vrai, il n'a pas le plateau. Et il a cette mystique, son personnage serait encore meilleur si tu arrives à l'inviter sur First Take ou machin, etc. Il va arriver avec sa façon de parler, mais en plus, t'imagines, tu lui donnes un petit accent anglais avec le petit fond brésilien et sa mystique. Ah, mais tu marketes ça, mais alors... mais c'est ça, il lui manque que ça, parce que pour le reste clairement, l'UFC nous prouve qu'il l'aime côté marketing. Oui. J'ai dit, main event du Madison Square Garden, main event de l'UFC 300 aux États-Unis à Las Vegas. Tu vois, il lui manque du respect là-dessus. Donc, mais c'est clair que s'il régalait en anglais sur les plateaux chez Elwani ou sur First Take ESPN, comme disait Omar, t'as le jackpot complet, quoi. Et c'est marrant, j'ai vu passer en débat sur Twitter, mais on en parlait un peu sur le GOAT tout à l'heure, mais qui m'a fait sourire parce qu'un mec disait, en remettant toutes les stats que je vous ai données là, brutes sur Poatan, il disait, mais en fait, quand tu le compares à Khabib, il en a déjà fait plus. Ça va pas faire à tout le monde, ça. Omar, qu'est-ce que t'en dis ? Ouais, non, mais tu sais, le problème, c'est que le problème de Khabib, c'est ça, c'est la seule tâche sur Khabib, c'est que ce même débat reviendra toujours, tu vois, sur Khabib, parce que sa carrière a été très courte. Donc, effectivement, si tu regardes les statistiques pures et dures, son palmarès, Khabib, il y a juste le côté invaincu derrière, tu vois. Ouais, c'est ça. Et tu vois ce que je disais par rapport à la mystique et s'il parlait anglais. Tu vois, Khabib, il avait ça. Il parle anglais avec son petit accent russe. Hey, brother, you know, brother, I'm going to... Tu vois ce truc-là. C'est comme ça à Poatan et tu en fais ce que Khabib a été. Mais je suis d'accord avec toi. Sur le papier, tu regardes réellement ce qu'il a fait. La seule chose que Khabib a, c'est qu'il a le 0. Tu vois, mais l'autre, il est double champion. Plusieurs défenses de suite. Mais sinon. Et il délivre les KO, ce que les Américains aiment, tu vois. Ouais, complètement. Il a aussi ce côté spectacle, c'est évident. On passe juste à la suite pour Poatan, les gars, ce qui nous intéresse. J'ai fait pour le coup, j'étais sur le plateau, donc vous savez, sur RMC Sport, j'ai fait une très mauvaise trad à l'antenne, puisque je comprends qu'il dit je veux défendre ma ceinture au 301 à Rio dans moins d'un mois, là, et puis faire un combat en poids lourd plus tard. En fait, il dit pas du tout ça. Il dit
l'un ou l'autre. Okay. C'est-à-dire que si on peut pas défendre la ceinture parce que c'est trop court et je comprends qu'il faut mettre du marketing pour une défense de ceinture, donnez-moi un poids lourd à Rio, à l'UFC 301, donc il sera le 5 mai, où il y aura notamment William Gomis contre Jean Silva, notre combattant français. Moi, en fait, ça me plaît bien l'idée. Baba, je sais que je t'en ai parlé un petit peu, je crois. À Rio, on lui donne une canette chez les lourds. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. En plus, le main event est déjà décidé avec Pantora Herzeg, qui a déjà les posters, les trucs, machin. On le met en co-main contre une petite canette des lourds. Et t'as pas à remonter très très haut dans le ranking des lourds pour trouver candidat à ce que je viens de dire là. Poids lourd, Tu vois, un bon poids lourd qui reste debout là, et tu lui fais faire un KO highlight. Elle est pas belle comme ça, Baba ? Ouais, mais Alex, je vais t'interrompre, mais ça se fait pas. Tu donnes pas une canette à un champion. Non, mais je suis méchant quand je dis canette, Omar, en fait. Vas-y, je te laisse la parole, mais je dis un mec abordable. Je pense pas. S'ils devaient lui donner un lourd, ils iraient taper directement à Spinal. Ils vont taper direct. Ils lui donneront pas en dessous de Spinal. L'aura qu'il a, tu peux pas prendre le risque que ton champion monte de catégorie et tu lui donnes un Rosenstruck ou je sais pas. Ouais, je pensais à ça, Rosenstruck. Tu vas ça. Non, ça se fera pas ça. Tu vas ça, c'est un. S'ils montent, ils vont lui donner à Spinal. Mais je pense pas qu'il montera. Je pense qu'il restera. Ma pensée, elle était sur Anderson Silva. Souviens-toi à l'époque. Qui archi-domine en middle et il monte de temps en temps en light heavy pour se faire. C'était pas des canettes en face, hein, mais tu vois, mais il monte et on lui donne pas le champion non plus. On lui donne un petit truc pour s'amuser en light heavyweight. On peut pas faire pareil avec Poatan. Je sais pas, j'y crois pas. Honnêtement, j'y crois pas. Je crois que s'il veut monter vraiment, et Dana White a dit qu'il était clairement contre. Mais s'il montait vraiment, je pense qu'il lui donnerait. Voilà, c'était à l'époque d'Anderson Silva, mais depuis, si tu regardes bien, tous qui sont montés, ils sont allés challenger pour le titre. Pour faire champ et voilà de récente mémoire depuis Anderson Silva contre, j'imagine tu penses à Forrest Griffin ou James Irwin, mais ouais, ça c'est plus fait quoi. Je pense que là s'il montait c'était vraiment histoire d'amener un petit sourire au public de Rio parce que t'as Poatan qui te met un gros KO devant et ils sont contents. Mais je comprends totalement ton idée, Omar. S'il monte pas tout de suite chez les lourds, en tout cas, ou qu'il le fait pas, donc clairement, c'est la défense de la ceinture des 93 et il a dit qu'il voulait la défendre. Jiri Prochaska vient de battre Rakic, mais bon, ça l'intéresse pas trop, Adi Poatan. Ils se sont déjà affrontés, c'est à lui qui prend la ceinture. On a Ankalaev, j'en parlais, vaincu depuis 2018, même ça, il y a eu des draws et des no-contests sur la route, qui dit je suis le prochain, qui est normalement sur la liste. Pour le coup, pareil à l'antenne, moi je dis que c'est Prochaska le prochain, mais je pense qu'Ankalaev l'a plus mérité, entre guillemets. Puis ça évite de faire tout de suite un rematch contre Prochaska. Qu'est-ce qui t'intéresse, Baba, à voir en prochain combat pour Poatan? Pas forcément au 301 à Rio, tu vois, parce que ça fait court, mais qu'est-ce qui t'intéresse dans l'absolu à voir? Moi, je le vois pas combattre à Rio, malheureusement pour lui, mais c'est trop court pour l'UFC. Maintenant qu'ils ont réussi à avoir une superstar, là, ils vont pas se prendre la tête, ils vont pas risquer ça en plus. Et puis pour moi, c'est Aspinall ou personne. Et comme il y a un event à Manchester, je vois pas Aspinall combattre là. Non, ça fait pas sens. Donc ça va être quelqu'un dans sa catégorie. Ankalaev, ce serait une logique sportive, et je l'entends bien. Mais moi, je vois plus la revanche contre Jiri. Ouais. Si tu me demandes ce que je préfère voir entre les deux, je préfère la revanche contre Jiri. Moi, je préfère aussi, c'est plus spectaculaire. Je pense que l'UFC le sait très bien que ce sera plus spectaculaire. PS, Ankalaev, dans ses tweets où il provoque, dit viens, je prends Alex Pereira le 3 août à Abu Dhabi. Oui, voilà, mais c'est ça. C'est mon mini coup de gueule rapidement. Il faut arrêter que les Dagestanais croient qu'il faut toujours être chez eux, dans leurs conditions pour aller affronter. C'est lui le champion, tu le veux, tu viens au Brésil ou tu vas aux États-Unis l'affronter. Faut même pas. Tu sais, moi, je suis Poatan et je réponds même pas. Je réponds même pas parce qu'à un moment c'est bon. Et tu sais, il y a Max Holloway aussi qui a repris un petit peu Islam Makhachev de voler et il a raison, tu vois. C'est Makhachev qui commençait à parler de tu comprends, moi je te prends quand tu veux ou je sais pas quoi. Et Max il lui a dit non mais t'auras dû combattre en février. Comme ça on n'aurait pas ces histoires. On n'aurait pas ces histoires là. Tu combattais Keji en février, ça aurait tout réglé. Ça aurait réglé tout le reste. Donc vous êtes bien gentils, mais il y a les uns qui ont des problèmes de visa, les autres qui veulent combattre que là-bas parce qu'il y a une partie de leurs potes ou famille qui peut venir ou il y a des histoires de business avec Abu Dhabi et qu'ils sont très bien en business avec cette partie-là. On comprend l'idée, bien sûr. Mais tu peux pas. C'est pas toi qui appelle, c'est pas toi qui. Voilà, là, t'es face à un combattant qui est devenu une star, tu vas le combattre selon ses termes à lui. À part si l'UFC décide que c'est bon pour leur business de le faire à Abu Dhabi. Bon, qu'est-ce que personne ne dira rien, ça se fera et puis c'est comme ça parce que c'est l'UFC qui décide. Ouais, tout à fait. Mais voilà, sur le papier, c'est pas comme ça que ça va se faire. Et puis Ankalaev, il a pas non plus. Je suis pas sûr qu'il soit dans les bonnes grâces de l'UFC. Non, moi non plus.
Entre ces dernières perfs, je l'ai dit, qui n'étaient pas forcément, même quand je dis pas forcément, je suis gentil, les plus spectaculaires. On ne sait pas aussi, tu sais qu'il y a des fois des problèmes de visa dans ces régions-là. C'est pas si simple que ça. On n'a peut-être pas toutes les infos. Chimaev, il est passé d'un gros push promotionnel à Exactement. voilà. On n'a peut-être pas toutes ces infos. Et s'il est concerné un peu par ce genre de choses-là, entre ça et le côté spectaculaire d'une orange contre Jiri, je suis l'UFC, je fais le Jiri, c'est beaucoup plus tranquille. Mais bon, on verra à terme. Juste dernière question là-dessus et on passe rapidement à Tsarukyan Oliveira, qu'on fera plus vite parce qu'on a parlé, les gars, on parle. Contre Aspinall. Aspinall, ça vous intéresse et ça donnerait quoi? Enfin, moi, j'ai plus envie de parier contre Poatan. Il est tellement létal, c'est tellement fatal. Ouais. On dit que Aspinall a mis une publication sur les réseaux où il regarde Poatan en train d'arriver vers la cage. Donc on sous-entend qu'il veut l'affronter. Il y a cette idée que Poatan devienne le premier champion dans 3 catégories différentes, qui serait historique à l'UFC. Ouais. Ça vous intéresse? C'est trop chaud pour Poatan? Qu'est-ce que tu dis, Baba? Je te donne la parole, Omar. Moi, ça m'intéresse. Moi aussi, beaucoup. Non, ça m'intéresse beaucoup. Après, Aspinall, c'est un combattant intelligent. Exact, mais c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est un combattant, il a une boxe très compétente. Hein. C'est quelqu'un qui est habitué à tourner avec des Tyson Fury, etc. Donc je pense qu'en termes de. Ça va. Je pense qu'en termes de peur et autres, j'ai déjà vu certaines choses, ça va aller. Puis c'est un combattant ultra compétent au sol. Qui est intelligent dans sa façon d'approcher les combats, dans sa façon de game plan. Donc je pense que c'est quelqu'un qui risquera pas trop l'échange où il peut se faire mettre KO et donc ça apportera une dimension de danger supplémentaire à Poatan. C'est un combattant qui est très intéressant c'est un combat qui est intéressant sur le papier en tout cas, pour moi. Omar, t'en dis quoi de ce combat? Il t'intéresse? Écoute, je vais te dire une réponse oui et non. Oui, parce que voilà, mais imagine, voilà, je vais lui répondre. Imagine Poatan, il monte, il tape Aspinall. Imaginez le bordel que ça met dans la catégorie poids lourd pour l'UFC. C'est un bordel. C'est pour ça que je suis pas certain que l'UFC. Parce que t'as raison, parce que derrière, t'as plus que Pereira Jones en fait. Ouais, c'est vrai. Ben oui, c'est un bordel monstre, quoi. Je suis pas sûr que l'UFC ait envie de faire ça, surtout que bon, lui aussi, John Jones, s'ils arrivent à s'affronter, après, je pense que c'est peut-être probablement terminé pour les deux. Et là, tu te retrouves avec, donc tu vas faire un nouveau truc avec, ça va être quoi, Cyril Gane contre Aspinall pour la ceinture vacante, alors qu'Aspinall vient de se faire taper par Poatan. Ouais, t'as raison. Très compliqué. D'un point de vue business, je le ferai pas, tu vois. Moi, je vois toujours l'aspect business. Je suis l'UFC, je le fais pas. En fait, t'as raison. Quand Dana White en conf dit c'est trop risqué pour lui de monter, peut-être qu'en fait, il est en train de dire c'est trop risqué pour nous qu'il monte parce qu'on peut se flinguer notre truc. Parce que Jones va sans doute prendre sa retraite après Miocic. Donc parce que s'il restait, tu pourrais te dire ok, si jamais Poatan est un Aspinall, là on a un méga fight incroyable entre Poatan et John Jones, et qui serait la fin du Glover Teixeira Revenge Tour, puisqu'il Poatan bat tous les mecs qui ont battu Teixeira, donc il aurait pu faire John Jones derrière. Mais il y a plein de si dans ma proposition. Non, c'est un bordel. Ça fait un bordel pas possible. C'est d'un point de vue business, et voilà, Jiri contre Poatan, ça tu le vends facilement. C'est deux martiens. Tu vois, la promo elle est facile sur celle-là. Ouais, c'est clair. Très facile. J'ai envie de le voir parce que moi en tant que personne, mais si je suis l'UFC, jamais je fais ça. Ouais, je te comprends bien. Et puis facile, t'as raison, Prochaska, parce que même le premier, je l'ai dit en plateau, il y a eu il y a certains qui considéraient que c'était polémique l'arrêt et que Jiri avait confirmé qu'il était out et qu'il était éteint, mais des mecs qui disaient Pereira n'a pas vraiment éteint Prochaska. Donc il y a dans plein de niveaux, ça fait sens de faire le rematch en fait. C'est je pense vers quoi j'irais aussi si j'étais l'UFC. On passe rapido à Tsarukyan Oliveira, les gars. C'est important, c'était le 3e combat qu'on avait beaucoup présenté. On rappelle donc victoire d'Arman Tsarukyan, décision partagée puisqu'il y a un juge qui a 2-1 pour Charles Oliveira. 2e round archi dominé par Arman Tsarukyan. Le premier et le 3e, c'est ça qui fait plus débat, notamment dans le premier où Oliveira est vraiment pas loin de terminer. Hein. Il est très très rouge, Arman. Et le 3e où à la fin, malgré que ce soit Tsarukyan qui domine le début de 3e round, à la fin il y a aussi ce darts, il tente un début de darts et il est pas loin, enfin on sent qu'il est pas loin d'un chemin de finalisation. D'ailleurs, pour la petite anecdote, les journalistes brésiliens sur place, les gars, puisqu'on avait un envoyé spécial, Arnaud Quenon, pour nous faire les réseaux sociaux à Las Vegas, dit que les journalistes brésiliens se sont, tu sais, au moment où Arman baisse son bras et t'as l'impression qu'il est inconscient parce qu'en fait il défend le choke, il se rapproche du sol pour éviter que sa tête soit trop tordue dans la tentative de Oliveira. Donc techniquement, il fait ce qu'il doit faire. Et William Gomis, qui est sur le plateau avec nous, me le dit. Je sais plus, ils appellent ça la technique de l'homme mort. Enfin, c'est une technique de défense. Mais les Brésiliens étaient tellement persuadés qu'il était inconscient et que Charles avait fait une dinguerie, les journalistes se sont levés en tribune de presse et ont commencé à célébrer. Ils se sont rendus compte, regarde, en fait, il n'est pas éteint. Finalement, il n'était pas éteint. Mais combat hyper intéressant, je trouve. Ce 3e round est un cas d'école, je te le disais, Baba, en off, pour juger le MMA moderne, parce que qui a remporté ce round au final? Il y a un vrai débat.
c'est Oliveira qui semble le plus proche du chemin de finalisation, mais Tsarukyan qui domine plus. Qui fait plus de dégâts en fait, puisque c'est le dégât qui compte le plus aujourd'hui, c'est très intéressant. Pour moi, les gars, c'était le fight of the night. Ils l'ont donné à Max et Justin. Pour moi, c'est le sale fight of the night, parce que pour moi, fight of the night, c'est un fight concurrentiel, enfin où il y a, tu vois, où il y a débat, où il y a vraiment les deux sont compétitifs, alors que pour moi Max avait dominé Justin. Donc je leur ai plus donné les 300 000 à ce combat-là, mais force à Max d'avoir eu 600 000, il le méritait amplement. On a eu le bon gagnant, les gars. Ça, je vais être assez basique sur ma question. Omar, je commence par toi. Cette victoire de Tsarukyan, c'est le bon gagnant pour toi? Absolument. Ouais, moi aussi. Il a gagné. Je ne comprends pas qu'un juge ait pu donner la victoire à Oliveira. Ça, c'est pareil qui était parti chercher une pizza ou je sais pas quoi, mais c'était voilà, victoire de Tsarukyan, il n'y a absolument rien à dire. Kryptonite de Oliveira, hein, les lutteurs de l'Est, qui peuvent avoir un contrôle au-dessus et voilà, qui neutralisent ses soumissions, quand même si là il en a placé une, parce que pour moi la guillotine était vraiment placée. Le Dars, ça restait quoi. L'autre, il a souffert sur la guillotine, sur le Dars, j'ai pas l'impression qu'il souffre vraiment. C'était loin d'être verrouillé. Sur la guillotine, Tsarukyan l'a dit. Hein, il a dit. Ils ont montré des vidéos d'avant le combat où il s'exerçait dans les exercices respiratoires pour pouvoir, au cas où il se fait étrangler, pouvoir tenir un peu. Je sais pas si ça a payé ou pas. On dirait que oui. Mais ouais, belle victoire de Tsarukyan qui a dominé le combat. Moi, je suis d'accord avec toi. J'avais noté que Charles n'était pas si proche de la finition au round 3. Par contre, clairement sur la guillotine du round 1, on le voit à la tête de Herman. Il est mal, ouais. Baba, on est toujours honnête avec nos éditeurs Fighter Club. Tu t'étais planté dans un horaire de rendez-vous pour ton cours. Absolument. Et donc, ce n'était pas à 50 mais à 30, donc tu vas devoir nous quitter. Dis-moi un petit mot sur la performance de Tsarukyan et puis je te libère et on finira l'émission avec Omar. Il est arrivé, il devait prouver qu'il était au niveau de l'élite. Il a montré qu'il est au niveau de l'élite. Après, c'est débattable sur celui qui a gagné ou celui qui a perdu. Mais en tout cas, il a prouvé qu'il est au niveau. Clairement, il a résisté de tentatives de soumission. Il y en a beaucoup qui auraient tapé. Donc chapeau à lui. Et je pense qu'il a mérité sa chance pour le titre maintenant. Il a mérité. Il peut y aller. Complètement, et on l'a dit, Makhachev affrontera Dustin Poirier le 1er juin à l'UFC 302, mais celui d'après, clairement, c'est Herman Tsarukyan et qui a commencé à l'UFC contre Makhachev, donc peut-être qu'il aura sa revanche. Exactement. Je te libère, Baba, et je fais deux petites questions pour finir. Salut à tous, Omar, merci beaucoup. À bientôt. De toute façon, on a quasiment fini l'émission, Omar, mais juste un ou deux points avec toi pour terminer sur ce Oliveira Tsarukyan. Déjà, je suis assez d'accord avec toi quand tu disais sa kryptonite, les lutteurs de l'Est assez puissants, et Tsarukyan l'a montré. Ça casse le fantasme, hein. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais le vieux fantasme de quand Khabib a pris sa retraite, qu'Oliveira a commencé à dominer la KT et que les mecs disaient mais attends, Oliveira aurait peut-être été le mec qui aurait plié Khabib. Je pense que Khabib aurait roulé sur Charles malheureusement, alors que j'adore Charles. T'en penses quoi? Et Islam l'a montré aussi. Ouais, exactement. Ouais. Islam est passé aussi. Non. De toute façon, là, on sait très bien la kryptonite du jiu-jitsu brésilien, c'est la lutte. Les gros lutteurs qui savent te contrôler au-dessus, et puis les lutteurs de l'Est, c'est un autre niveau de lutte aussi. Donc oui, non, Khabib, j'aime beaucoup Oliveira, c'est un de mes combattants préférés à l'UFC, mais il faut reconnaître que non, je ne vois pas le cool head du Oliveira aller faire quelque chose à Khabib. Non, j'y crois pas une seconde. Oliveira, c'est un peu difficile maintenant, parce que là, pour le coup, 35 ans, tu viens de perdre... voilà. Est-ce que la route du titre ne s'est pas fermée pour Oliveira? Si, complètement. T'es sur, donc, il y a eu Dariush, mais tu es sur 2 défaites sur les 3 derniers. La route du titre, tu l'as dit, là aujourd'hui, tu as Tsarukyan, tu as Poirier qui va avoir le prochain title shot, tu as un Holloway qui peut s'inviter dans la danse. Enfin, tu vois, ça devient très compliqué pour Oliveira, clairement. Hein, et vu son âge. Ouais, vu son âge, c'est pas facile. Il a montré qu'il était encore un finisseur opportuniste incroyable, c'est-à-dire qu'à la moindre opportunité, il l'a saisi et il essaye d'aller au bout. Mais Tsarukyan a survécu, a réussi à défendre bien. On le disait dans ce 3e round, il défend très très bien le Dars par exemple. Son travail de lutte, notamment dans le 2e round en position dominante, il est fabuleux face à Charles. Son travail dans les transitions aussi, je l'ai trouvé plutôt joli. C'est le prochain, hein. On lui donne le title shot après Makhachev Poirier, on est d'accord? Absolument, il le mérite bien et en plus tu le vends bien parce que ça va être une revanche. Voilà, les deux venus de l'Est, 2 Russes, tu peux faire ça. Le marketing se présente et puis c'est logique.
simple. Donc il n'y a absolument rien à dire là-dessus, quoi. Et apparemment, l'UFC lui a proposé dans les coulisses à son manager et à lui de prendre Makhachev au 302 1er juin et il a refusé et c'est logique. Hein, t'as un mois et demi à peine pour te préparer pour le combat de ta vie. C'était un petit coup de gueule aussi parce que l'UFC c'est un peu des malades de tenter ce genre de matchmaking. Ah bah c'est un business, hein. C'est un business. Hein. C'est pas du sport, hein. C'est pas du sport. Eux ils vont milquer le truc au maximum sans aucun état d'âme. Aucun état d'âme là-dessus. Voilà. Complètement. Et voilà, on vous a débriefé un peu rapidement ce Tsarukyan Oliveira, mais il fallait le faire. On rappelle Makhachev contre Poirier, UFC 302 le 1er juin. Conor McGregor contre Michael Chandler, UFC 303 sera le 29 juin. C'était les annonces. On vous en parlera bien sûr dans le Fighter Club d'ici là pour tout vous dire sur ces combats-là. On n'a pas eu le temps de vous débriefer le reste de la carte, mais il y avait plein de choses à dire. La victoire de Weili Zhang contre sa compatriote Yan. Un combat qu'elle a gagné 3 fois. Une fois par soumission au premier round, une fois par KO au deuxième, une fois par décision à la fin. C'est la première fois de l'histoire que ça arrive, Omar. C'est incroyable. Absolument. La machine marketing Kayla Harrison qui s'est bien mise en place, il lui avait trouvé l'adversaire parfait avec Elia Holm. Elle est déjà 4e des classements en moins de 61. Et le combat contre Nunes qu'on a vu réagir s'annonce déjà dans les mois ou peut-être dans un an, mais ça va se faire. On sent que la machine a bien marché. Merci beaucoup Omar pour ta présence. Je t'en prie. Bonne récupération puisque je sais que tu es en convalescence en ce moment pour ton genou. Donc porte-toi bien surtout du côté de Singapour. Et puis à bientôt pour une nouvelle présence en Fighter Club. Toujours un plaisir de te recevoir. Merci, à bientôt. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des commentaires, des pouces bleus. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut tout le monde. RMC Fighters Club.